Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la visite de Bruno Le Maire et sur l'accord sur le nickel qui serait à portée de main selon le ministre de l'économie. Pour en parler, vous recevez le directeur général de la SLN. Jérôme Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va revenir effectivement sur les discussions autour de ce projet d'accord sur le nickel. Mais avant cela, peut-être parlons de la SLN en tant que telle. Vous en êtes où financièrement? On a entendu beaucoup de choses très alarmantes. Vous pouvez tenir combien de temps et qu'est-ce qui vous reste en caisse? Alors effectivement, nous on est filiale d'un groupe coté en bourse, donc on va pas pouvoir communiquer sur notre trésorerie, mais on est dans une situation critique. Le marché s'effondre, on a perdu 1 dollar par livre là en moins d'un mois sur le prix du ferro-nickel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait appel à une conciliatrice, un médiateur qui nous aide à travailler avec nos actionnaires et les parties prenantes pour trouver des solutions. Notre priorité absolue, c'est de payer les salaires de nos salariés, c'est de payer nos sous-traitants. Donc je le dis aujourd'hui pour rassurer tout le monde, pour maintenir l'exploitation, parce que plus on produit, moins on perd d'argent. En revanche, ça a été aussi dit par certains journalistes, on n'est plus en mesure de payer nos impôts et taxes et nos charges sociales pour préserver justement le cash pour cette continuité d'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cotisations CAFAT et les impôts, la SLN ne les paye pas? Voilà, on est en discussion avec la CAFAT d'une part, avec la DSF, avec le gouvernement, dans l'idée vraiment de préserver notre trésorerie pour nos salariés et nos sous-traitants. Vous savez que certains vous font des reproches sur ce point-là en disant que vous prenez les Calédoniens en otage. Oui, alors j'ai entendu ça, effectivement. Évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est on fait tout pour sauver nos usines, préserver l'emploi de nos salariés et de nos sous-traitants. On considère que chez tous les industriels, il n'y a pas de preneurs en otage, ils sont à chercher ailleurs, mais c'est pas chez nous. Nous, on veut sauver nos usines. Alors Jérôme Fabre, dans cette configuration avec ce non-paiement d'un certain nombre de cotisations, des impôts, la production à fond, un cours qui s'effondre, vous pouvez tenir combien de temps dans cette situation? Alors, le plus longtemps possible, hein, la réponse n'est pas simple, ça dépend du prix du nickel, ça dépend de tout un tas de paramètres externes, du taux de change, des tonnes qu'on va produire. Donc l'enjeu, nous, c'est vraiment de tenir le plus longtemps possible pour donner le temps à cette discussion politique sur ce projet d'accord nickel. Alors comment s'est passée cette discussion? Parce qu'on sait que le ministre est arrivé avec un projet d'accord, qu'il a été un peu amendé, mais sur l'état d'esprit, vous sentez que tout le monde est mobilisé sur cette question et que l'accord est trouvable? Oui, je pense vraiment qu'il faut se rendre compte, hein, ce projet d'accord, il change vraiment la donne. C'est presque inespéré. Il y a, pour trois raisons. Première raison, on est bien dans une logique d'urgence, et ça, le ministre l'a dit, et il nous a dit que tous les politiques qu'il a rencontrés s'accordent à dire on est dans une logique d'urgence 4 à 8 semaines. Deuxième point, il adresse les sujets structurels, l'énergie, l'accès à la ressource, le moratoire également fiscal et réglementaire. Et troisième point, on est dans une logique d'union sacrée, pour répondre à votre question. Donc tout le monde doit contribuer, les industriels, les responsables politiques calédoniens, l'État, pour sauver toutes les usines. C'est l'intérêt évidemment de l'économie calédonienne. Tout le monde doit contribuer, mais est-ce que tout le monde contribue? Je pense, c'est l'intérêt de tous. Donc il n'y a pas de raison que l'intelligence collective ne sorte pas de ces discussions. On est, nous, dans cette logique optimiste. Le fait que le président de l'Assemblée de la province Nord ne participe pas à ces discussions directement, c'est pour vous un problème? Alors, vous avez raison, hein, on est dans une phase amont, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a en particulier effectivement ce point d'interrogation sur la position que prendra le président de la province Nord, parce que la compétence minière, c'est le Congrès, c'est le gouvernement, mais c'est aussi beaucoup les provinces. Nous, on considère qu'il s'agit de sauver les usines. Les usines, c'est quand même complètement en ligne avec la doctrine nickel, donc on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une contribution active de la province Nord. Et ça correspond au premier volet finalement de cet accord proposé par Bruno Le Maire, qui est l'accès à la ressource et en tout cas la gestion de la ressource d'une manière générale. Donc là aussi, il y a des efforts à faire forcément. Voilà, donc nous, l'accès à la ressource, plusieurs points à signaler. L'accès à la ressource, d'abord, ça concerne tous les mineurs, hein. À part KNS et Prony Ressources, Qui ont leur propre massif. Voilà, qui ont une grosse mine à côté d'une grosse usine, c'est plutôt plus compact. Tous les autres, on a plusieurs mines et on a tous des difficultés d'accès à la ressource. C'est un point majeur parce que sans minerai, on ne peut pas faire tourner les usines, évidemment. Donc il y a un peu une logique, on va dire, industrielle. Et le point, c'est qu'il y a énormément de dossiers. Nous, j'ai fait le point hier avant de venir chez vous, on a 41 dossiers. 32 en province Nord, et finalement il n'y en a que 7 sur les 32 qui ont eu des réponses favorables dans le cas de mécanismes où au bout d'un certain temps la réponse est favorable. Et ça, c'est justement ce qui est dans l'accord, c'est que on change un peu le principe de fonctionnement, les dossiers sont faits et s'il n'y a pas d'objection, finalement on peut avancer. Quand vous parlez de dossier, ça correspond, chaque dossier correspond à un site?
Chaque dossier correspond à un site et à une problématique. Ça peut être des dossiers d'exploitation, ça peut être des dossiers de verre, ça peut être des dossiers pour installer des installations. Il y a une multitude de dossiers qui doivent être faits pour l'activité minière. On sait que pour les fours de Dorniambo, il y a besoin d'un certain type de nickel et d'une certaine teneur. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de ces dossiers qui n'avancent pas, vous avez des inquiétudes sur l'alimentation des fours? Voilà, donc nous, effectivement, sur cette histoire d'accès à la ressource, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien communiqué. Les gens ont bien en tête, il y a le sujet de l'export, qui est là un peu on va dire, de contentieux. C'est l'affaire de Poum. Ça nous a fortement impacté, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'impact touche l'ensemble de la SLN, y compris l'usine de Doniambo. Cette année, ça va être un impact de 6 milliards de francs, 50 millions d'euros. 2,5 milliards sur l'affaire de Poum, mais le reste, 3,5 milliards, disons 30 millions d'euros, c'est Doniambo, parce qu'on ne met pas le bon minerai, on a des problèmes à l'usine, on a une moins bonne teneur, et ça nous coûte plus de 30 millions d'euros de manque à gagner. Et au total, sur l'ensemble de la SLN, y compris l'export, c'est, comme je le disais, 6 milliards de pertes. Voilà. Si vous aviez les accès au site comme vous le souhaitez, comme vous l'avez demandé, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez proche de l'équilibre? Alors, ça nous permettrait de faire une bonne partie du chemin. Ça, c'était vraiment un point clé de la discussion avec Bruno Le Maire. C'est que lui, il veut aider, mais à condition qu'il y ait un chemin de retour à la rentabilité. L'accès à la ressource, c'est un gros tiers du chemin. Et on estime, nous, qu'il y a une perte de valeur, un manque à gagner qui pourrait être entre cette année 6 milliards, voire jusqu'à 12 milliards, 50 à 100 millions d'euros de valeur si on avait accès à tous nos gisements. C'est énorme, c'est énorme. Cette question d'accès à la ressource, c'est le premier point de l'accord qui est en discussion, en tout cas du projet d'accord. Et Bruno Le Maire a insisté en disant si on a un accord sur ce point, on pourra parler de l'énergie peut-être. Ça est une suite qui vous semble logique? Voilà, donc lui, la logique de Bruno Le Maire, et c'était intéressant, il a pris avec on va dire, ce qu'il fait en métropole, c'est dit nous, on essaye de sauver des usines automobiles. C'est sûr que l'usine automobile qui n'a pas accès à de l'aluminium, elle ne va pas pouvoir fonctionner. Donc il fait un peu le rapprochement, c'est l'accès aux matières premières. Bon, c'est pareil ici. Donc on a vraiment ce point clé de l'accès à la ressource. Mais le deuxième point clé, c'est l'énergie. On a des coûts beaucoup trop élevés. On paye l'électricité 4 fois plus cher qu'en Indonésie. Et ce qui est un point majeur, un point vraiment massif, c'est l'engagement qui est prévu dans ce projet d'accord sur l'électricité. Mais ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qui a été décidé? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas été aussi loin sur cette question de l'énergie et du soutien que l'État peut apporter que ce qui avait été annoncé. Voilà, donc là, il y a deux volets dans ce segment énergie. Il y a le court terme, et c'est ça qui est vraiment transformant, c'est que l'État est prêt à subventionner l'électricité à court terme pour nous permettre de résister à la concurrence internationale. Donc ça, c'est majeur, ce n'était pas forcément prévu au tout début des discussions préliminaires, cette subvention à l'électricité qui peut nous sauver si elle arrive vite. Et puis il y a le moyen terme qui était pressenti avec un certain nombre d'études qui avaient été faites là dans le cadre du STANC notamment, qui est d'avoir un système électrique décarboné avec de l'électricité pas chère qui répond vraiment à la problématique de long terme de l'industrie calédonienne. Alors, il y a un autre point sur lequel le ministre a insisté, c'est la question des exportations, et plutôt des destinations des exportations. Il aimerait bien que le marché européen, français, soit alimenté par du nickel calédonien. C'est possible pour vous? Est-ce que vous produisez un nickel qui pourrait être utilisé ailleurs qu'en Asie? Voilà. Oui, c'est la question, il appelle des débouchés. Donc évidemment, l'État aide, les responsables politiques calédoniens aident. Il faut que les industriels aussi contribuent, fassent leur part. Donc nous, ce qui nous est demandé, c'est d'abord tourner à fond. Plus on produit, moins on perd d'argent, plus nos coûts sont compétitive, donc il faut qu'on fasse notre boulot d'industriel, et puis il faut qu'on réoriente nos flux vers l'Union européenne et vers les bons produits. Donc nous, déjà, aujourd'hui, on vend. Évidemment, on a plein de clients en Union européenne, et je dirais plus largement dans le monde occidental, y compris nord-américain. Donc on peut faire plus. Donc ça, c'est avec les équipes, les collègues d'Eramet, on va vendre plus en Europe. On est dans cette dynamique et on peut prendre ce type d'engagement. Et puis, il y a éventuellement se repositionner sur le marché des batteries. En ce qui nous concerne, c'est reproduire de la matte. On l'a fait jusqu'en 2016. Donc on pourrait relancer ça. On a des études en cours et on ne l'exclut pas, ce qui nous permettrait d'avoir la capacité d'arbitrer entre le nickel pour l'inox et le nickel pour les batteries. Et si le choix est fait de produire à nouveau de la mat, ça pourrait aller assez vite? Alors nous, nos études préliminaires montrent que ça nous prendrait moins de 2 ans. Voilà, donc ça peut être quand même assez rapide, sachant qu'aujourd'hui les gigafactories, elles n'existent pas. Il n'y a pas encore à date de demande forte de maths, mais on pourra être prêt pour on va dire la dynamique du marché européen. Alors Jérôme on s'y prépare. Il y a urgence et il y a nécessité de trouver cet accord. Est-ce qu'il est imaginable que cet accord échoue et qu'il n'y ait pas d'accord sur le nickel? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui encore de voir cet accord ne pas aboutir? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de perspective de retour à rentabilité. Donc on n'arrivera pas à sécuriser nos actionnaires privés. La SLN, c'est Eramet et Nippon Steel, ne l'oublions pas. Bon,
Pour les autres, ils ont aussi leurs actionnaires privés. Donc pas de retour à la rentabilité, pas d'actionnaires, donc pas de financement. Donc là, on rentre en terrain connu. Ça va être l'effondrement et la fermeture assurée des 3 usines. Et ça va être, je pense, un effondrement économique et social du système calédonien. Donc je pense que personne ne peut souhaiter ça. Et c'est pour ça qu'on est, nous, très confiants, très optimistes sur la suite des discussions. En termes de calendrier, Bruno Le Maire a dit en gros un accord provisoire début janvier pour la signature d'un accord définitif fin janvier si tout va bien. C'est des délais qui vous semblent suffisants par rapport aux urgences qui sont celles de vos usines et notamment la SLN? Voilà, donc effectivement, on est vraiment dans cette logique d'urgence qui se compte en semaines. Donc nous, le calendrier, on en a pris note. On s'organise, comme je le disais, pour pouvoir tenir pendant cette période, d'où les mesures prises très douloureuses sur la CAFAT et les impôts. Donc ce calendrier nous va, mais il ne faut pas perdre de temps. C'est l'appel que je lance ce matin. Jérôme Fabre, directeur général de la SLN, merci beaucoup d'être venu. Un jour particulier puisque c'est la Saint-Éloi. Voilà, effectivement la Saint-Éloi, donc un petit clin d'œil à tous nos collègues métallurgistes de l'usine de Nogniambo, nos sous-traitants et puis des autres usines. C'est un jour de fête et c'est bien de savoir qu'on a des usines qui tournent ici en Calédonie. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.